Place maintenant au focus. Nous vous emmenons aujourd'hui au Bangladesh qui a décidé d'encourager et de développer la culture d'aubergines génétiquement modifiées. Mais les anti-OGM sont inquiets. Quelles seront à long terme les conséquences sur la santé? Ils accusent les autorités d'exploiter la méconnaissance des fermiers qui se retrouvent au milieu d'une bataille entre pro et anti-OGM. Regardez ce reportage de nos correspondants au Bangladesh. Il est signé Morgane Belloir et Pinaki Roy. Violet, rond ou allongé, les légumes de ce fermier ont tout de l'aubergine. Des aubergines, oui, mais pas si banales. Ce sont des aubergines transgéniques. Partout? Oui, ici sur ces 2 rangées, ici et là tout autour. Ces aubergines génétiquement modifiées, Rana les a plantées l'année dernière. Avec cette variété, il a doublé sa production. Avant, la moitié de ma production était attaquée par un insecte. Je devais jeter 50% de mes récoltes. Ces nouvelles aubergines sont plus résistantes. Je peux toutes les vendre. Cette aubergine transgénique, créée par la firme indienne Maïko, partenaire de Monsanto, est aujourd'hui uniquement commercialisée au Bangladesh. Le ministère de l'Agriculture bangladais a même déroulé le tapis vert. Instituts, laboratoires et chercheurs y sont désormais dédiés. C'est donc ici, au nord de Dhaka, la capitale, sous ces grandes serres, que les pousses d'aubergines transgéniques sortent de terre. Un gène y a été introduit afin de lutter contre un insecte ravageur surnommé le foreur des fruits et des tiges. Le foreur des fruits et des tiges est un insecte dévastateur pour notre pays. À chaque saison, les fermiers doivent répandre beaucoup d'insecticides pour s'en débarrasser. L'avantage avec notre aubergine transgénique, c'est que maintenant les fermiers n'ont plus besoin d'utiliser aucun insecticide. Près de 20 000 plants sont en préparation pour la saison prochaine. Tous seront distribués gratuitement à plus d'une centaine d'agriculteurs. Un test grandeur nature, premier pas du Bangladesh vers une agriculture transgénique. Mais sur le terrain, une bataille entre pro et anti-OGM s'est engagée pour convaincre les fermiers. Rana reçoit aujourd'hui la visite de Delawar, un activiste anti-OGM. Qu'est-ce que c'est? C'est le panneau donné par le gouvernement. Il est inscrit phase de test de l'aubergine transgénique dans les champs. Qu'est-ce que vous savez des aubergines transgéniques? Je n'ai pas eu de formation, mais d'après mon expérience, je peux vous dire que la production est très bonne. Au Bangladesh, les fermiers sont très pauvres. Ils sont une proie facile. Le gouvernement devrait être plus prudent avant d'introduire ces OGM sur le marché. Ce produit devrait être testé dans un laboratoire indépendant pour déterminer sa toxicité à long terme. Un argument également avancé en 2010 par les autorités indiennes qui, faute d'études suffisantes sur la toxicité de ces aubergines, en ont interdit la culture. Le directeur de l'Institut de recherches agricoles du Bangladesh refuse d'entendre cet argument. Il accuse les anti-OGM de mener des campagnes de diffamation. Ils disent à nos fermiers de ne pas aller dans leurs champs car ça pourrait mettre en danger leur santé. Tous nos rapports montrent qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Pour les pro-OGM, l'agriculture transgénique est un moyen comme un autre d'enrayer la malnutrition, véritable fléau au Bangladesh. Le gouvernement semble plutôt convaincu par l'argument. Dès l'année prochaine, des pommes de terre génétiquement modifiées côtoieront les champs d'aubergines transgéniques. Et pour parler de ce développement des cultures OGM au Bangladesh, notamment, nous sommes avec Christophe Noisette. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du site écologiste InfoGM. On a vraiment l'impression, en regardant ce reportage, que les fermiers sont finalement des proies faciles et que le gouvernement et les multinationales en profitent pour leur imposer ces cultures.
Ce sont des proies faciles, oui, toute personne qui n'a pas beaucoup de revenus peut devenir une proie facile. En fait, c'est le même scénario qui s'est établi aussi en Inde. On leur a dit, avec le coton BT, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez dépenser moins d'argent en insecticides, moins d'argent en engrais, etc. Croyez-nous, il y a eu beaucoup de campagnes de publicité qui ont été faites, avec même des petits dessins animés, des choses comme ça, et les gens qui étaient déjà dans un endettement ou dans un problème de parasites important se sont laissés convaincre. Mais les gens qui... déjà, c'est très peu de personnes qui sont allées vers l'aubergine transgénique, c'est toute petite surface, c'est moins de 20 hectares au Bangladesh. Donc, ce n'est pas encore la déferlante comme il y a sur le maïs ou le soja. Mais ces paysans-là, surtout, doivent croire ce qu'on leur dit, puisqu'ils ne savent plus comment faire. Alors après, ils pourraient se tourner vers d'autres pratiques agricoles, mais ceux qui sont dans le conventionnel, qui utilisent des insecticides, bon, pour eux, l'agriculture transgénique est une continuité de l'agriculture chimique. Donc, il n'y a pas de rupture paradigmatique entre les deux, donc pourquoi pas y aller? Après, la rupture, elle pourrait se faire avec d'autres types d'agriculture. L'autre argument des pro-OGM, c'est que l'on réduit la faim dans le monde grâce à ces OGM et que dans les pays pauvres comme le Bangladesh, eh bien, finalement, cela permet de lutter contre la malnutrition. Qu'est-ce que les anti-OGM leur répondent ? Il n'y a pas besoin d'être anti-OGM pour dire que c'est vraiment un argument sophistique. C'est totalement de la propagande, puisque la faim dans le monde n'est pas une question de production agricole, c'est une question de paix civile, de répartition des richesses, d'accès au marché. Il y a de la nourriture qui pourrit sur place au Bangladesh, il y a de la nourriture qui est gaspillée dans les pays du Nord, il y a des questions de guerre, il y a des questions d'instabilité politique. Si on résolvait déjà ces questions-là, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup plus de nourriture qui pourrait nourrir beaucoup plus de gens. Donc la faim dans le monde n'est pas une question de productivité. On pourrait nourrir 9 milliards d'habitants sans problème, même avec de l'agriculture biologique. Voilà. Il faudrait par contre mettre en place des filières sécurisées, notamment par exemple au Cameroun, il y a des problèmes d'abattoirs. Ils importent du poulet chloré du Brésil. C'est une absurdité. Le problème également, c'est qu'il y a les États-Unis, par exemple, derrière tout cela, parce que dans le reportage, on apprend que l'Agence des États-Unis pour le développement international encourage ce développement des cultures OGM. Elle finance, elle est plus qu'encouragée, elle finance les recherches biotechnologiques dans les pays du Sud parce qu'elle veut des débouchés pour ses produits. Le premier producteur d'OGM au monde, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est le Brésil, et après Canada et Argentine. À eux quatre, c'est 90% des cultures transgéniques dans le monde. Voilà, c'est déjà important de rappeler cela. Eux, derrière l'aubergine, qu'est-ce qui les intéresse? Ok, on va laisser les petits paysans faire un petit peu d'aubergine transgénique, mais ce qu'ils veulent, c'est l'importation. C'est pouvoir exporter dans ces pays-là du maïs et du soja. Voilà, pour nourrir le bétail hors sol. Ils veulent imposer le même modèle agricole. C'est une question de modèle agricole, les OGM. Il y a des questions de santé, il y a des questions d'environnement, bien entendu, on pourra en reparler, mais avant tout, c'est une question de modèle agricole. Quel choix le Bangladesh veut faire? Il y a des pays comme l'Union européenne qui a décidé de ne pas cultiver d'OGM. C'est moins de 0,1% de la surface agricole utile. Voilà, l'Union européenne. Et pourtant, il n'y a pas de problème de sous-nutrition en Europe. Et les États-Unis, l'Argentine ou le Brésil qui ont adopté massivement les OGM, il y a des problèmes de faim. Il y a des villages entiers en Argentine et au Brésil qui n'ont pas assez à manger. Les OGM ne réduisent pas la faim dans le monde. Alors justement, très rapidement pour finir, qu'est-ce que l'on sait sur les conséquences sur la santé, d'abord sur les fermiers qui cultivent ces OGM et puis finalement sur les consommateurs? On ne sait pas. Il n'y a aucune évaluation qui permet de déterminer la toxicité ou l'innocuité d'un OGM actuellement. Il y a un certain nombre de faisceaux qui nous prouvent, qui pourrait nous inciter à penser qu'il y a des risques, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu les démontrer avec précision. Et par contre, toutes les entreprises qui vendent des OGM font des évaluations qui sont complètement laxistes, hein, avec très peu de rats témoins, moins de 10 hein, pour certaines études de Monsanto. Et les procédures d'évaluation dans l'Union européenne ne permettent pas de déterminer ça, puisqu'il n'y a pas de contre-expertise indépendante. Donc, les agences d'évaluation étudient un rapport de 1000-1200 pages, voilà, le lisent, ils ont des gros tableaux Excel sous les yeux, mais ils ne font pas de contre-expertise. Il n'y a pas de résultats très précis. Merci beaucoup, je vous coupe, il faut rendre l'antenne malheureusement. Merci beaucoup Christophe Noisette d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site écologiste InfoGM. Merci, restez avec nous.